Donc on va parler de l'anisotropie maintenant, parce qu'il y a aussi des observations d'anisotropie à la base du manteau qui donc ont aussi à voir avec la post-pérovskite et qui sont intéressantes. Mais donc pour parler d'anisotropie, il faut que j'introduise le sujet, parce que c'est un sujet assez complexe, donc je vais passer un peu de temps à expliquer. Donc, un milieu anisotrope, c'est un milieu dans lequel les ondes, n'importe quelles ondes, mais pour ce qui nous intéresse, c'est les ondes sismiques, se propagent avec des vitesses différentes dans des directions différentes, ou suivant aussi la polarisation des ondes, la vitesse peut être différente. Donc, les causes principales de l'anisotropie sismique observées sont de deux sortes. L'anisotropie intrinsèque, qu'on appelle LPO pour Lattice Preferred Orientation, c'est l'anisotropie résultant de l'anisotropie des cristaux eux-mêmes, donc l'anisotropie microscopique qui ensuite se manifeste au niveau macroscopique. Mais il y a aussi, donc, dans un écoulement, en particulier, dans un écoulement comme on peut penser, le manteau qui s'écoule en provoquant le mouvement des plaques, les cristaux anisotropes vont s'aligner dans une direction préférentielle et donc vont donner lieu à cette anisotropie à l'échelle macroscopique. Mais il existe aussi un autre type d'anisotropie qu'on appelle anisotropie extrinsèque ou SPO, Shape Preferred Orientation. C'est le cas où vous avez par exemple un empilement de couches, un empilement de couches de propriétés élastiques différentes, des couches plus rigides avec des couches moins rigides, alternées, vont aussi vous donner des vitesses différentes suivant que vous vous propagez le long de la direction des couches ou perpendiculairement à la direction des couches. Il y a aussi le cas où vous avez des inclusions fluides orientées, donc par exemple des inclusions fluides ellipsoïdales, avec un grand axe beaucoup plus grand que le petit axe. Et là, si ces inclusions fluides sont orientées, par exemple, dans un écoulement, vous pourrez aussi avoir une anisotropie, mais cette anisotropie n'est pas due à l'anisotropie des cristaux, c'est une anisotropie extrinsèque. Donc il y a déjà ce problème, c'est que si on observe de l'anisotropie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est de l'anisotropie intrinsèque? Est-ce que c'est de l'anisotropie extrinsèque? Ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Donc quelques équations, je ne vais pas en mettre trop, mais quand même. Donc dans un milieu isotrope, on a la loi de Hooke qui relie l'élasticité linéaire, qui relie les contraintes, donc le tenseur des contraintes marqué ici par sigma ij, donc c'est un tenseur 3,3, lié aux déformations qu'on note epsilon ij par une relation linéaire, c'est la loi de Hooke. Donc on écrit ceci comme cela, avec ici la convention de notation qui est que quand le même indice se répète, ça veut dire qu'on fait la somme epsilon 1,1 plus 2,2, epsilon 2,2 plus epsilon 3,3. Le delta, c'est le delta de Kronecker, égal à 1 si i égale j, égal à 0 si i est différent de j. Ici, c'est l'expression qui relie les déformations au déplacement. Donc, ce n'est pas des u ici, ça devrait être des x. C'est les directions, il va falloir que je corrige ça. C'est d de uj sur d de xj plus d de uj sur d de xi. C'est la définition des déformations. Et donc là-dedans, vous avez les modules élastiques donc, qui sont ici exprimés. Ce sont les paramètres qu'on appelle de Lamé, lambda et mu. Mu, c'est le module de cisaillement qu'on a déjà rencontré. Et lambda est relié au module de compressibilité par cette relation. Donc ils sont interchangeables, soit on peut toujours exprimer l'élasticité en fonction soit de lambda mu, soit de kappa et mu. Et puis bien sûr les vitesses sismiques aussi, qui font aussi intervenir la densité, comme nous l'avons déjà vu, donc la vitesse des ondes S qui ne dépend que du modèle de cisaillement, et la vitesse des ondes P qui dépend aussi du module de compressibilité ou de paramètres de Lamé lambda. Donc, ça c'est le cas simple, le cas d'un milieu isotrope. Par contre, dans le cas général, le cas plus général est le cas d'un milieu anisotrope où les vitesses donc, peuvent être différentes dans différents. Ceci s'exprime par une relation toujours linéaire entre les déformations et les contraintes, mais qui fait intervenir un tenseur élastique, CIJKL, où il y a beaucoup plus d'éléments indépendants. En fait, il y en a 21 à cause de symétrie. On peut avoir jusqu'à 21 éléments indépendants. Alors, inutile de vous dire, autant il est déjà difficile
de bien déterminer les vitesses sismiques, et dans le cas isotrope, où on n'a que deux paramètres, une vitesse P et une vitesse S. Si on a un milieu complexe, on aura beaucoup de mal à vraiment pouvoir résoudre à chaque point de la Terre les 21 éléments indépendants du tenseur des moments, du tenseur élastique. Et donc, inutile de dire qu'on va essayer de simplifier le problème. Ceci, la nature nous aide dans ceci, mais avant d'en parler, je veux dire que donc cette vitesse qui dépend de la direction, on la détermine en résolvant cette équation qui s'appelle l'équation de Christoffel, qui est le déterminant ici, N, I, NJ, ce sont les coefficients directeurs de la normale au front des ondes, et Vn, c'est la vitesse qu'on cherche dans la direction de cette direction de propagation. Donc on a un système d'équations à résoudre, donc un déterminant annulé, donc un système 3-3, ça se résout système 3-3, donc il y a trois valeurs propres qui vont donner des vitesses dans la direction qu'on cherche, trois vitesses, une vitesse d'onde P et deux vitesses d'onde S. Donc dans un milieu anisotrope, on a toujours dans chaque direction une certaine vitesse pour les ondes P et deux vitesses d'onde S, donc deux ondes S différentes qu'on appelle la biréfringence. Alors, l'anisotropie extrinsèque elle-même s'exprime de manière plus simple, on n'a pas besoin de 21 coefficients pour l'exprimer. En fait, on a besoin de 5 coefficients simplement qui indiquent, suivant la direction de propagation, si vous êtes le long de l'empilement, si on considère un empilement de couches, vous avez une vitesse des ondes P, ici c'est des ondes P, donc des ondes de compression dans la direction de propagation, et deux ondes S perpendiculaires à la direction de propagation, et deux vitesses ondes S ici. Et puis, si la direction de propagation est perpendiculaire à l'empilement des couches, vous allez aussi avoir une autre vitesse P et les vitesses S1 et S2. Et donc, en tout, si vous comptez, vous avez 5 paramètres indépendants qui, en général, sont aussi exprimés en fonction de ces... en sismologie, on utilise souvent ces 5 coefficients qu'on appelle les coefficients de Love, qui se rapportent plus facilement aux observations qu'on fait. C'est-à-dire, les coefficients L et N se rapportent aux vitesses des ondes S polarisées verticalement, ici SV, et les ondes S polarisées horizontalement. Les deux mêmes C et A se réfèrent aux ondes P polarisées verticalement et aux ondes P polarisées horizontalement. Et puis, état c'est un paramètre intermédiaire de propagation, de polarisation intermédiaire. L'axe de symétrie, bien sûr, peut être incliné. Ici, c'est dans un référentiel où où les couches sont horizontales, mais l'axe peut être incliné, et dans ce cas-là, bien sûr, on a deux paramètres supplémentaires qui sont les angles qui définissent la direction de la normale à vos couches. Donc, il y a deux angles. L'orientation s'exprime grâce à deux angles de l'air. Donc, ceci est exprimé ici peut-être graphiquement un peu mieux. Donc ici, c'est l'axe de symétrie est vertical. Vous avez un axe de vitesse, une vitesse dans le plan perpendiculaire. Vous avez un axe de symétrie dans ce cas-là. Une façon d'appeler cette anisotropie, il y a plusieurs façons d'appeler ceci. Donc c'est anisotropie radiale, on l'appelle aussi isotropie transversale. Et donc l'abréviation, une des abréviations utilisées en anglais, c'est Vertical Transverse Isotropy. C'est isotropie transverse verticale, axe vertical. Si vous inclinez l'axe, donc avec deux angles en plus, l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale θ, et puis un azimut A, ici, et donc ça correspondra, on appellera ça le tilted transverse isotropy, donc isotropie transverse inclinée. Bon. Mais vous voyez que ces systèmes sont relativement simples, il y a relativement 5 ou 7 paramètres seulement par rapport à 21. Bon. Pour l'olivine qui donc est le constituant principal dans le manteau supérieur, les cristaux
on a une situation différente. On a une situation où le cristal lui-même est anisotrope. Donc c'est un cas de LPO, Lattice Preferred Orientation. L'axe, ici, donc vous avez 3 axes, les axes du référentiel, l'axe A, B et C. L'axe A est l'axe rapide. C'est aussi pour l'olivine dans le manteau supérieur, une direction de glissement dominante. Mais les vitesses, l'anisotropie est très forte. Pour les ondes P, les vitesses varient de 9,89 à 7,72, donc suivant les axes. Ici, 7,72. C'est une différence de 22%, donc au niveau du cristal, d'un seul cristal. Vous vous rendez bien compte qu'il faut qu'il y ait pour observer l'anisotropie au niveau sismique, il faut déjà que l'anisotropie cristalline soit très forte, parce que dans un milieu réaliste, vous aurez des orientations un peu aléatoires qui seront peut-être alignées dans un écoulement, mais on n'aura jamais tous les cristaux alignés. Donc l'anisotropie macroscopique qu'on observera sera bien inférieure à cette anisotropie microscopique. Donc, mais l'olivine est très anisotrope. Donc voilà, on peut toujours, mais si l'orientation de tous ces cristaux est aléatoire, au niveau macroscopique, on peut avoir un milieu isotrope. Par contre, si on est dans un milieu où il y a des formations telles que le cisaillement, on peut induire une orientation préférentielle des axes de symétrie, et donc les cristaux vont s'aligner dans une certaine direction, préférentiellement dans la direction de l'écoulement ou proche de la direction de l'écoulement. Et donc on observera l'anisotropie au niveau macroscopique. Donc comme l'olivine est très anisotrope, ça nous aide. En plus, donc c'est un système hexagonal, donc relativement simple à exprimer. Alors ici, c'est un peu compliqué, mais je vais montrer quelques diagrammes comme ceci quand je vais parler du manteau inférieur. Donc comment on visualise ce tenseur élastique? Donc, pour les ondes P, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une projection de chaque point sur ce qu'on appelle l'hémisphère supérieur. Donc vous avez un point à l'intérieur de la Terre et une direction de propagation, qui est définie ici par la direction, que vous pouvez définir par son inclinaison et son azimut. Et vous projetez tout ça sur un plan. Et donc maintenant, ce plan, vous le regardez du dessus. Et la façon dont on interprète, ici, l'axe 3, qui était ici vertical, il est maintenant donc au centre, alors que les axes horizontaux 1 et 2 sont au bord. Et donc ici, dans ce modèle-là, vous avez donc une vitesse des ondes P qui est plus grande selon l'axe 2 que selon l'axe 1. Donc maximale selon l'axe 2, minimale selon l'axe 1, donc dans le plan horizontal, et intermédiaire suivant l'axe vertical. C'est comme ça qu'il faut voir, penser que l'axe vertical est au centre et l'axe 1 est vers le nord, vers le haut ici, et l'axe 2 vers le côté. Pour les ondes S, il faut en plus donc de l'amplitude de l'anisotropie, il faut aussi indiquer la direction de l'axe rapide qui est indiqué ici parce que donc il y a une vitesse rapide et une vitesse lente. Il y a 2 ondes S, et donc on indique ça par des directions des tirets comme ça. Donc c'est un peu compliqué à interpréter, mais je vous en montrerai, mais il ne faut pas regarder les détails. Ce qu'il faudra, c'est simplement faire la comparaison entre différents dessins de ce type. Donc l'anisotropie radiale, je vous en ai déjà parlé. Elle s'exprime en fonction de 5 paramètres si elle est à l'axe vertical. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anisotropie azimutale, donc maintenant on parle d'anisotropie sismique, où la vitesse dépend de la direction de propagation dans le plan horizontal. Et donc on exprime en faisant intervenir l'azimut, donc c'est l'angle par rapport au nord, en général compté dans le sens des aiguilles d'une montre, de la direction de propagation par rapport donc, au nord. Et donc on peut montrer
que dans le manteau supérieur, avec l'olivine étant l'élément principal, avec sa structure cristalline particulière, ce qu'on s'attend à voir, c'est une dépendance en 2 psi et 4 psi des vitesses sismiques. Et donc ici, les coefficients sont des combinaisons linéaires des éléments du tenseur élastique. Et voilà, c'est relativement simple. Ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est le manteau supérieur qui est le mieux connu et qui nous inspire pour l'étude du manteau inférieur dont je veux vraiment parler, mais je vais dire quand même quelques mots sur le manteau supérieur et ce qu'on en déduit, puisque c'est mieux connu. Si vous avez donc une cellule de convection hypothétique, ici marquée comme ceci, avec un courant ascendant ici, un courant descendant ici, donc ici ce sera plus chaud, ici ce sera plus froid, et puis le retour horizontal en haut et peut-être un peu moins marqué en bas. Dans une cellule de convection hypothétique, vous vous attendez à voir les observations suivantes du point de vue sismique. Vous allez avoir au-dessus des courants montants, donc plus chaud que la moyenne, vous allez avoir des vitesses plus lentes. Donc vous allez avoir du rouge. Ici, c'est les vitesses moyennes, les vitesses, la partie isotrope des vitesses. Ici, dans le courant descendant, vous allez vous attendre à avoir des vitesses rapides, plus rapides, parce que c'est plus froid, et des vitesses moyennes sur la partie horizontale. Par contre, si vous regardez l'anisotropie radiale, qui, donc pour les ondes S, qui sont les ondes, pour la vitesse des ondes S, qui est ce qu'on observe le plus facilement dans le manteau supérieur grâce aux ondes de surface, le paramètre le plus important, c'est le rapport des vitesses des ondes S polarisées horizontalement aux ondes S polarisées verticalement. Et ce rapport, on l'appelle xi, c'est le carré de ce rapport de vitesse. C'est aussi n sur L, si on revient aux notations de Love. Et vous vous attendez à avoir des variations latérales de ce paramètre où, dans les régions de courants horizontaux, vous allez avoir la vitesse des ondes polarisées horizontalement supérieure à celle des ondes polarisées verticalement. Donc vous aurez ici du bleu. VSH supérieur à VSV, ça va être du bleu. Par contre, aussi bien dans les courants montants que dans les courants descendants, vous allez avoir du rouge parce que vous allez avoir xi va être inférieur à 1, ou bon, je ne sais pas si cette échelle dit vraiment ça, mais vous allez avoir donc une manifestation différente au niveau de l'anisotropie radiale, suivant que vous êtes dans une région de courant montant ou descendant, ou suivant que vous êtes dans une région de courant horizontal. Donc déjà, par la comparaison de ces deux quantités, si vous arrivez à extraire donc des données sismiques, l'anisotropie radiale, ou ce paramètre d'anisotropie radiale, vous allez pouvoir déterminer où est le courant montant et où est le courant descendant. En plus, il faut pouvoir orienter la cellule de convection, et ça, c'est l'anisotropie azimutale qui va nous le donner. Et ici, par exemple, si l'axe des vitesses rapides est dans cette direction-là, on peut penser que l'écoulement va être, au premier ordre, va être orienté comme cette figure l'indique. Donc, la combinaison des informations données par les vitesses isotropes, l'anisotropie radiale et l'anisotropie azimutale permettent de nous renseigner, si tout est vraiment bien contraint, sur les écoulements dans le manteau. Bon, il faut aussi, bien sûr, relier l'anisotropie sismique aux propriétés des cristaux et comment ils s'alignent, donc les plans de glissement et l'alignement dans un certain champ de contraintes. Mais disons qu'au premier ordre, l'idée est que la sismologie et l'étude de l'anisotropie permettent d'avoir des renseignements un peu de manière indirecte sur la dynamique, sur des processus dynamiques. Donc l'étude de l'anisotropie, bien que très difficile, en vaut le coup. Donc, et en fait, l'anisotropie dans le manteau supérieur a été observée depuis très longtemps et correspond bien à ce à quoi on s'attend par la tectonique des plaques. Donc ici, vous avez donc on est toujours dans le manteau supérieur pour un moment. On a ici une ride avec les deux plaques qui s'écartent, un écoulement qui monte du manteau ici,
plus profond, et donc la lithosphère continentale ici qui se refroidit. Et donc, ce qu'on observe, en fait, on a observé ça déjà dans les années, dans le début des années 70, donc tout de suite après la confirmation de la tectonique des plaques, qu'on avait effectivement les ondes P. Ici, ce sont les vitesses PN, c'est des ondes P. L'onde PN, c'est une onde P qui se propage juste sous la limite croûte-manteau. On observe des variations de vitesse donc, périodiques ici, et la direction du mouvement des plaques est indiquée ici par ces flèches, donc un maximum de vitesse dans la direction des plaques et un minimum dans la direction perpendiculaire à la direction des plaques. Et ceci donc, est en accord tout à fait en accord avec la présence d'anisotropie donc, de cristalline, microscopique, due à LPO, due à l'alignement des cristaux d'olivine dans la lithosphère. Elle-même, cet alignement est en lui-même dû au cisaillement provoqué par le mouvement des plaques. Et la direction rapide de l'olivine, qui est la direction 1,00, donc c'est l'axe, je ne l'ai pas dit, mais donc c'est l'axe X, l'axe des X si vous voulez, l'axe 1 dans un référentiel cartésien s'aligne avec la direction de la plaque. L'anisotropie des ondes de surface confirme qu'on observe donc l'anisotropie ici azimutale des ondes de surface confirme ceci. Vous regardez ici, ça c'est un modèle tomographique qu'on voit en rouge, en jaune et bleu, donc avec l'aride médio, donc le Est-Pacifique ici et Antarctique, les zones ici en arrière des zones de subduction. Ceci à une période, ces zones de Rayleigh à période de 60 secondes qui sont sensibles à environ 100 km de profondeur, 80 à 100 km de profondeur, ce qui est indiqué par-dessus cette carte tomographique qui montre bien les vitesses très lentes le long de l'aride et en arrière des arcs insulaires. On voit la direction de l'axe rapide de l'anisotropie azimutale des ondes de surface qui est bien perpendiculaire ici, qui est bien dans la direction de la plaque en fait, proche de donc dans le Pacifique, donc qui confirme encore une fois d'une manière différente toutes ces observations. Alors, bon, tout ceci, c'était donc pour les ondes P et pour les ondes de surface. Pour les ondes S, il y a biréfringence, donc ça se complique un peu, ou c'est un peu différent. Quand vous avez une onde qui se propage dans un milieu isotrope, qui arrive dans un milieu anisotrope, une onde S, elle va se séparer en deux ondes qui vont se propager, qui vont être orthogonales l'une à l'autre, dans deux directions différentes qui dépendent de ce milieu anisotrope, et qui vont se propager à des vitesses différentes. Donc ensuite, si vous observez ces ondes à la sortie de ce milieu anisotrope, vous allez les observer décalées, décalées dans le temps, d'un certain décalage en temps, ici delta t, qu'on peut relier à l'épaisseur de la zone anisotrope traversée et à la différence des vitesses entre les vitesses rapides et les vitesses lentes. Donc, en mesurant ce temps de propagation, ça va vous donner des informations sur la zone, sur les caractéristiques de la zone anisotrope traversée. Il y a bien sûr des incertitudes parce qu'on a ici le produit de la distance parcourue L et du pourcentage de vitesse anisotrope. Et donc, il faut soit connaître l'épaisseur de la zone anisotrope pour en déduire l'amplitude de l'anisotropie, soit l'inverse. Mais on ne peut pas déterminer les deux à la fois. Ou du moins, il faut un grand nombre d'autres informations. Alors, dans le manteau supérieur, on étudie aussi ce qu'on appelle le splitting, donc la biréfringence des ondes SKS. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est aussi important pour l'étude du manteau inférieur. Ici, je note qu'est-ce que c'est que ces ondes SKS. C'est des ondes qui partent d'une source, elle est là la source, qui plongent profondément dans le manteau sous une forme de onde S, qui, à l'arrivée à la limite noyau-manteau, sont converties en ondes P, donc c'est la partie K,
Puis, de nouveau, à la limite noyau-manteau de l'autre côté, du côté de la station, elles sont reconverties en ondes S, donc S, K, S. Dans le noyau, elles se propagent sous forme d'onde P, il n'y a pas d'onde S dans le noyau liquide. Et ici, donc, vous avez l'onde SKS principale, ce sont des ondes presque verticales, donc à la source et à la station. Il existe aussi, elles sont suivies d'autres ondes qui, comme SKKS, peuvent se réfléchir une fois à l'intérieur de la limite noyau-manteau. Et pour comparaison, vous avez ces ondes, ce couple d'ondes qu'on a déjà pas mal étudié, l'onde S et l'onde SCS réfléchies, qui ne pénètrent pas dans le noyau, donc qui sont réfléchies du côté du manteau sur la limite noyau-manteau. Et donc, l'intérêt d'étudier l'onde SKS, c'est qu'au moment de la conversion en onde P, l'onde va être polarisée donc comme une onde P ici, et quand elle va se reconvertir en onde S, elle sera nécessairement polarisée dans la direction radiale. Il n'y aura pas de composante dans la direction transversale. Donc l'onde S, ici vous avez un référentiel, donc composante verticale. Composante radiale, c'est dans le plan vertical contenant la direction de propagation, et transversale, donc aussi dans le plan horizontal, mais perpendiculaire à la direction de propagation. Donc l'onde SKS, normalement, vous ne devriez l'observer que sur la composante radiale et peut-être un peu sur la composante verticale à cause de l'inclinaison du ray, mais vous ne devriez rien voir sur la composante transversale. En fait, on observe très couramment une énergie sur la composante transversale. Donc ça, c'est un exemple. Ici, vous avez la composante radiale, les trois composantes, donc verticale, radiale et transversale, et l'onde SKS, qui, si le milieu était isotrope, vous devriez l'observer uniquement à sa sortie, ici, du côté de la station. Même s'il se passe quelque chose du côté de la source, tout ça est oblitéré ou effacé par le passage dans le noyau, et vous ne devriez l'observer que sur la composante radiale. Mais en fait, vous voyez ici cette énergie sur la composante transversale qui est assez forte, et c'est une observation tout à fait courante. Après, vous avez l'onde SKKS ici qui est très faible, et puis l'onde S diffractée qu'on observe dans ce cas sur les trois composantes. Et vous voyez non seulement de l'énergie sur la composante transversale, mais aussi vous voyez un décalage entre ce que vous voyez sur la composante radiale et sur la composante transverse. Et ceci, on peut l'expliquer de manière très simple par la présence d'anisotropie dans le manteau supérieur. Alors, pourquoi dans le manteau supérieur? Bon, déjà, ça doit être du côté de la station. Et ensuite, on étudie des ondes SKS qui proviennent de directions très différentes à la même station, et on en calcule l'effet moyen. Et cet effet moyen doit être rapporté à la région près de la station, donc les derniers, disons 300 km près de la surface. Il y a peut-être une petite contribution de la partie plus profonde du manteau, mais quand on fait ces études moyennes, on est pratiquement sûr, enfin, elles sont très cohérentes, les résultats sont vraiment très, très bien contraints et indiquent la présence, encore une fois, d'anisotropie assez forte dans le manteau supérieur. Alors bon, par contre, donc voilà, donc ça c'est dans le manteau supérieur. Mais maintenant, on s'intéresse, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est vraiment le manteau inférieur. Alors, je ne vais pas passer du temps sur le manteau moyen, pour lequel quelques études ont montré qu'en fait, il est en moyenne plutôt isotrope. Par contre, quand on arrive près de la D-seconde, dans la D-seconde et près de la limite noyau-manteau, on s'aperçoit qu'il y a des observations qui suggèrent la présence d'anisotropie. Alors, comment le voit-on? Donc, la première suggestion de ceci a été faite dans cette étude de Winnick et al. En 1989 sur des trajets entre le sud-ouest Pacifique et le nord-est de l'Amérique du Nord, ce qui sont des trajets pour lesquels, ici on compare donc l'enregistrement sur la composante longitudinale ou radiale, c'est la même chose, et la composante transversale. Et vous voyez l'onde SKS et l'onde SKKS ne présentent aucune
aucune énergie sur la composante transversale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement des particulaires. Hein. Donc, si vous combinez dans le plan horizontal, vous combinez l'amplitude sur la composante transverse et radiale, vous allez avoir un vecteur. Et ce vecteur est bien dans la direction longitudinale. Il n'y a pratiquement pas d'énergie dans l'autre direction. Et ceci est une conséquence du fait que cette direction particulière est dans la direction rapide de l'axe rapide de l'anisotropie azimutale dans le manteau supérieur. Donc vous n'allez pas observer dans cette direction de l'axe rapide, et d'ailleurs dans la direction perpendiculaire aussi, on n'observe pas de splitting, on n'observe pas de biréfringence. Donc on est assuré dans cet enregistrement que l'effet de l'anisotropie dans le manteau supérieur est minimisé. Par contre, ce qu'on observe pour l'onde diffractée, donc l'onde qui maintenant se propage le long de la CMB, c'est qu'il y a une énergie importante, relativement importante, sur la composante longitudinale. Or, on est à des distances très élevées, on est à des distances épicentrales de 117 degrés, et dans un modèle moyen de Terre, comme le PREM, on s'attend à ce que l'énergie SV ait déjà disparu, qu'elle ne se propage pas aussi loin. Ceci est dû au fait que l'onde SV perd de l'énergie vers le noyau lorsqu'elle se propage, hein, le long de la limite noyau-manteau, alors que l'onde SH, elle, reste dans le manteau, puisque il n'y a pas de conversion possible de ce cisaillement horizontal vers le noyau liquide. Donc, si on observe cette énergie sur la composante transversale, en plus avec un mouvement particulier elliptique, hein, qui indique un décalage dans le temps entre les deux composantes, ceci fait penser à une structure très particulière. Et donc, ici, c'est un autre exemple du même type, hein, où on n'a pas grand-chose ici provenant du manteau supérieur, mais on a de l'énergie et un décalage par rapport aux ondes SH. Donc, ceci fait penser à deux possibilités, soit des vitesses très lentes, beaucoup plus lentes que le modèle moyen, ce qui est d'ailleurs le cas dans cette région-là, à la base du manteau le long de ce trajet, soit la possibilité d'anisotropie transverse. En tout cas, c'était la première observation qui a donc donné lieu à un grand nombre d'études. Donc, ces mêmes auteurs ont donc regardé de plus près de nombreux événements, ont donc pu quantifier mieux ce genre d'observation, en particulier par sommation de traces pour voir la moyenne de la comparaison entre l'énergie SH et l'énergie SV et le décalage ici estimé à environ 3 secondes. Et donc une modélisation a permis de montrer en particulier la comparaison des amplitudes des ondes ici de type SKS, donc ici SKKS par rapport à l'onde SH, comparée à l'énergie SV rapportée aussi, normalisée ici par l'onde SH. Vous voyez une très, très bonne corrélation entre l'amplitude des ondes SKS et des ondes SV, et par contre, pas de corrélation entre SH et SV. Alors, bon, ça c'est encore un peu compliqué, mais ceci, ça indique que si c'est de l'anisotropie, le type d'anisotropie est plutôt de l'anisotropie transverse, parce qu'il n'y a pas de couplage entre l'onde SH et l'onde SV. Bon. Ceci, c'est pour dire, voilà une étude très préliminaire dans les années 90, montrant qu'on pourrait difficilement expliquer ces données par simplement une diminution des vitesses à la base du manteau. Donc ici, avec les rapports d'un certain nombre de petits modèles qui ont été faits et les modèles qui conviennent. Donc ça, c'est un modèle de référence, IASP 91, donc un modèle de Terre isotrope de référence, et les modèles qui conviennent avec leurs vitesses différentes suivant SH et suivant SV. Il y en a deux modèles différents qui pourraient faire l'affaire. Et donc tout ceci sur la base des rapports spectraux entre les observations sur les composantes SH et les composantes SV.
Donc la discussion, à partir de ce moment-là, s'est concentrée sur savoir est-ce qu'on observe de l'anisotropie radiale ou aussi de l'anisotropie azimutale, puisque si ce n'est que de l'anisotropie radiale ou transverse, l'anisotropie transverse ou radiale, isotropie transverse, je devrais dire, je mélange toujours ces termes, ça pourrait être interprété en termes de couches d'anisotropie extrinsèque. Par contre, une anisotropie azimutale pourrait plutôt faire penser à de l'anisotropie intrinsèque. Mais bien sûr, on est dans le manteau inférieur, donc il y a la complication qui est qu'on ne connaît pas encore non plus très bien les propriétés, les paramètres cristallins des cristaux, même la composition, et puis bien sûr tout ce qui est des plans de fluage, des plans de glissement préférentiels. En tout cas, depuis donc une quinzaine d'années, depuis 20 ans en fait, de nombreuses études ont confirmé la présence d'anisotropie à la base du manteau. Ici, ce sont différents exemples. On utilise soit les ondes diffractées, donc comme dans les premières études de Winnicke, soit aussi les ondes SCS et les ondes S. Donc ici, vous avez des exemples en haut, des exemples où on observe sur SCS, donc une SCS polarisée horizontalement, plus rapide que celle polarisée verticalement. Donc on décompose l'onde S en SCS en ces deux composantes de polarisation différentes. Ici, c'est l'inverse, où on observe SCS sur SH est plus lent, un peu plus lent que celle sur SV. Donc on a les deux. Cette observation prédomine. En général, on a SH supérieur à SV. Et ici, c'est sur les ondes S, donc aussi un décalage entre les deux ondes, dans un sens ou dans l'autre. Et ici, sur l'onde S diffractée, dont je vous ai déjà montré quelques exemples. Donc voilà ces exemples. Donc ensuite, je passe, ça c'est l'étude qui permet comment on détermine les paramètres de l'anisotropie, en particulier l'anisotropie, dans l'hypothèse de l'anisotropie transversale. On a des observations, donc ça c'est les observations dans la direction radiale et la direction transversale. Et ensuite, on va essayer divers modèles d'anisotropie, donc qui vont être manifestés par c'est plutôt l'anisotropie azimutale, pas l'anisotropie transverse, par la direction de l'axe rapide et le décalage. Et donc on va avoir différents modèles, et les prédictions de ces modèles vont nous aider à corriger les données. Et lorsque les données, on aura fait disparaître l'énergie sur la composante transversale, on pourra considérer qu'on a trouvé un modèle qui convient. Et donc ça s'exprime avec des diagrammes comme ça en fonction du delta t, donc du décalage entre l'onde sur la composante radiale et sur la composante transversale, et l'angle de la direction de la vitesse rapide. Et en général, ça donne des contours et on trouve une solution. Ceci, en général, non seulement basé sur un enregistrement, mais si possible sur plusieurs enregistrements avec une bonne distribution azimutale. Et c'est là qu'est le problème. Dans la zone des secondes, on n'a pas toutes les données qu'on souhaite. Vous avez vu qu'on a en général pas mal de trajets comme ça, par exemple, dans ce sens-là, de sud-ouest Pacifique où il y a beaucoup de séismes, vers l'Amérique du Nord. Mais on n'a pas, par exemple, les trajets perpendiculaires ou des trajets dans cette direction-là. On a très peu, parce que si vous regardez les grands cercles qui passent dans cette direction-là, les distances entre les sources et les stations sont trop grandes pour observer l'onde diffractée. Donc on a un problème, et suivant différentes géométries, sous l'Afrique c'est la même chose, enfin un peu dans le monde entier, on a du mal à avoir des régions où on a une résolution azimutale suffisante pour pouvoir vraiment étudier de manière détaillée. La seule région où on commence à avoir, depuis quelques années, grâce au réseau très dense en Amérique du Nord, un peu de résolution azimutale, c'est l'Amérique centrale, avec une grande
enfin pas mal de séismes en Amérique du Sud et aussi dans les îles Sandwich ici, observés, et en Amérique du Nord, et donc qui traversent cette région. Alors, je continue. Voilà. Ceci dit, donc, déjà en 1998, un grand nombre d'études ont montré la présence possible d'anisotropie de type radial, et donc les quelques modèles donc de différence de quelques pourcents entre les vitesses SH et les vitesses SV dans différentes régions. Ceci a été confirmé par la tomographie. Donc ici, vous avez une tomographie globale en VS, donc vitesse des ondes S, un des modèles. Où on a vu qu'ils se ressemblaient tous avec leur anneau donc à la base du manteau, ici à 2800 km, avec cet anneau de vitesse rapide autour du Pacifique et les deux superpanaches sous le Pacifique et sous l'Afrique. Et nous avons, il y a deux études, une d'un de mes étudiants et une autre d'un groupe à Harvard, qui a fait un modèle non seulement d'anisotropie de vitesse isotrope, mais aussi d'anisotropie radiale dans le manteau global, au niveau global. Et voici ce qu'on trouve. Ici maintenant, donc ça c'est ce fameux paramètre Xi qui donc détermine la différence entre les vitesses SH et les vitesses SV. Et là où elles sont, SH est supérieur à SV est indiqué en bleu et SH inférieur à SV est indiqué en rouge. Alors ça fait pendant, mais pas complètement, à cette carte isotrope. Et en fait, c'est en assez bon accord avec les études locales qui sont indiquées ici par les lettres. Là où il y a eu des études locales basées sur les ondes diffractées ou les ondes SCS, on trouve en général dans toutes ces régions-là SH supérieur à SV, et dans la région centrale du Pacifique et peut-être aussi ici dans l'océan Indien, on a quelques observations de SV inférieur au SH ou des observations à variable, un peu SH supérieur à SV, un peu SH inférieur à SV. Donc il semblerait que ces observations soient vraiment globales à la base du manteau, avec une relation où vous avez SH supérieur à SV dans l'anneau autour du Pacifique et dans les superpanaches plutôt SV supérieur à SH. Il semblerait aussi, je vous l'ai déjà dit, donc, que l'anisotropie est forte, ça c'est en fonction de la profondeur, l'amplitude de l'anisotropie de ces deux modèles existants donc, tomographiques, donc de ce facteur Xi. Si Xi est égal à 1, c'est une structure isotrope, et vous voyez que vous avez une anisotropie radiale très forte dans la couche limite près de la surface, avec essentiellement, préférentiellement SH supérieur à SV, et vous avez peut-être une zone aussi avec prédominance SH supérieur à SV à la base du manteau, mais seulement l'un des deux modèles semble l'indiquer, donc c'est encore peu contraint. D'autres modèles récents proposent aussi... Ah oui, et donc dans le reste du manteau, par contre, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une anisotropie importante. Donc on peut considérer que le manteau moyen est plus ou moins isotrope du point de vue sismique. Et ceci est important aussi parce que ça colle assez bien avec l'idée qu'on se fait des compositions. Ceci, c'est un dernier modèle qui est un modèle récent, ou encore une fois sous le Pacifique, où ces auteurs, eux, ici encore, ça c'est le modèle de vitesse, à la base du manteau, c'est une inversion indé d'un grand nombre de données, inversion anisotrope juste pour la base du manteau, semble indiquer la présence d'anisotropie avec SV supérieur à SH, donc déviation par rapport à l'isotropie donc négative, un peu au-dessus de la zone de Desgondes. Donc ça ferait penser qu'on est ici dans une zone de mouvement ascendant, donc les mouvements descendants étant dans l'anneau autour du Pacifique, les cimetières des plaques, si vous voulez, et puis bon, bien sûr il faut que ça remonte pour conservation de masse, et ça remonterait donc dans les superpanaches, et si
vous avez beaucoup si le mouvement, enfin, si l'écoulement est surtout vertical, vous attendez à avoir justement cette présence d'anisotropie de ce type-là, hein, avec SV supérieur SH. Si tout se passe suivant la même façon que dans le manteau supérieur, bien sûr. Alors ça, c'est une extrapolation importante. Donc, pour conclure, l'anisotropie sismique est observée dans la D-seconde, mais pas dans le reste du manteau inférieur. Ceci indique des différences fondamentales dans la composition ou le mode de déformation à la base du manteau. L'interprétation est limitée, comme je vous l'ai dit, par le manque d'informations sur un certain nombre de paramètres très importants. Alors, pour finir, qu'est-ce que pourrait être l'origine de cette anisotropie dans la D-seconde? Est-ce que ça pourrait être une anisotropie extrinsèque, un empilement de couches et de propriétés différentes, ou bien un alignement préférentiel d'inclusion fluide? Ceci ne peut pas être exclu. Bon, ici, je vous donne un dessin, mais je n'ai pas le temps de l'interpréter. C'était ces diagrammes que je vous avais expliqué précédemment. En tout cas, bon, ce qu'ils indiquent, c'est vous pouvez avoir, suivant le type d'alignement et la forme de ces inclusions, vous allez avoir une anisotropie extrinsèque de type différent. On ne peut pas à l'heure actuelle exclure cette possibilité, mais par contre, il y a quand même des indications assez importantes, comme quoi une partie de cette anisotropie, du moins, pourrait être d'origine intrinsèque. Mais alors, pour aller plus loin, et pour interpréter l'anisotropie en termes de... Vous voyez où je veux en venir. Avec la pérovskite et la post-pérovskite, on va montrer que la post-pérovskite, au point de vue microscopique, est une anisotropie plus forte que la pérovskite, et surtout elle se déforme plus facilement et donc va avoir tendance à s'aligner plus facilement dans les écoulements, du moins avec les informations qu'on a jusqu'à présent. Mais il faut quand même noter que pour interpréter l'anisotropie sismique en termes d'anisotropie intrinsèque, il faut connaître la structure cristalline et l'élasticité des composants de la D-seconde au niveau microscopique, premier élément. Deuxièmement, les systèmes de glissement et dans un champ de contrainte macroscopique. Et ensuite, le champ, bien sûr, une fois qu'on connaît ces deux, il faut mettre ça dans un champ de déformation. Donc il faut connaître le champ de déformation, il faut avoir une idée de la dynamique dans le manteau qui peut donc provoquer le champ de contrainte et de déformation et activer les systèmes de glissement qui vont donc agir. Alors, je vais bientôt devoir m'arrêter, mais j'ai encore 2 minutes, donc je vais continuer. Qu'est-ce qu'on sait sur la structure cristalline? Donc le premier point, et les propriétés élastiques de la D-seconde. Pour la pérovskite, qui est la phase la plus abondante, on pense, dans le manteau inférieur, elle a une structure orthorhombique qui est décrite par 9 constantes élastiques, donc c'est assez compliqué. Ici, c'est une représentation de la structure de la pérovskite, et on peut calculer par des méthodes ab initio les propriétés élastiques, et on trouve alors ici ce sont ces diagrammes que je vous ai montrés, qui, donc suivant les calculs, suivant les modèles, ici c'est 2 modèles différents, vous voyez qu'il y a un accord relativement bon, encore qu'il y ait des petites différences, en tout cas les vitesses lentes des vitesses d'onde P lentes le long de l'axe 1, plus rapides le long de l'axe 2, moyenne le long de l'axe 3, au milieu ici, et pour les ondes S aussi, c'est pas en accord complètement, mais ça se ressemble. En tout cas, le maximum d'anisotropie est de l'ordre de 13 à 20%. Sur ces calculs estimés, donc, qui est important, mais qui n'est peut-être pas suffisant. Par contre, la structure de la post-pérovskite, tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'elle est plus anisotrope que la pérovskite. On peut le deviner en regardant simplement la structure cristalline avec ses alignements, ces plans de ions de magnésium, et effectivement,
quand on fait soit des calculs. Alors ici, vous avez les résultats des calculs théoriques, et ici, les résultats des calculs expérimentaux pour les ondes P, pour les ondes S. Vous voyez des différences importantes encore entre les résultats des calculs et aussi les résultats expérimentaux. Ces résultats expérimentaux seraient en meilleur accord avec ce calcul théorique-là, avec quand même quelques différences, mais tous indiquent une anisotropie très forte avec une différence entre les vitesses rapides et lentes S, les vitesses S rapides et lentes de l'ordre de 42%. Donc on peut imaginer qu'avec une anisotropie aussi forte, même si tous les cristaux ne sont pas alignés, vous allez pouvoir tout de même observer de l'anisotropie macroscopique, donc observable par les ondes. Et ensuite, il y a aussi, il ne faut pas oublier l'autre composant majeur du manteau inférieur qui est le ferropériclase, qui lui a une structure cubique et pour lequel il y a une indication aussi d'anisotropie évidemment assez importante, mais relativement bon accord pour ce qui est des directions, avec des amplitudes un peu différentes suivant les auteurs. Mais disons que ça, c'est... ici, on compare le calcul théorique à haute température, je crois, oui, avec un résultat expérimental, mais calculé à la température à 0 Kelvin. Donc, c'est 0 Kelvin. Je pense que c'est plutôt 0 degré Celsius. Mais voilà. Bon, ensuite, donc, je vais arrêter là, mais je vais vous dire la suite. Il faudra regarder aussi. Donc, le deuxième point, c'est les systèmes de glissement. Il ne suffit pas de connaître la structure cristalline, mais il faut encore connaître les plans de glissement préférentiels. Et donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 17 heures. Voilà. Donc, c'est compliqué. Merci.